Bonjour, mon nom est Gabriel Thériault. Je me présente, je suis auteur, je suis romancier, je suis historien, formation en histoire. On m'a connu beaucoup avec les romans historiques, particulièrement des romans qui portent sur la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez peut-être lu, ou sinon je vous invite à le faire, Le naufrage d'un monde ou Et le monde brûla. Et dans les dernières années aussi, j'ai produit ou commis deux contes interdits. Le premier étant La chasse-galerie et le deuxième étant La Corriveau, dont nous parlerons aujourd'hui. Dans la même collection, tu as également signé La Chasse-Galerie. Pourquoi avoir décidé de récidiver avec la légende de la Corriveau plutôt qu'une autre? Donc, ce qui est important de savoir, je pense, pour les lecteurs de la série Les Contes interdits, c'est nous autres qui, sauf exception, qui demandons au grand patron de la série, qui nous proposons un conte, dans mon cas. Et que les deux fois, c'est moi qui ai proposé à Simon Rousseau, en premier lieu, la chasse-galerie, puis en second lieu, la Corriveau. Et pourquoi j'ai voulu aborder ça? Tout simplement parce que je considère qu'il y a en ce moment une espèce de perte de nos racines québécoises, puis je trouvais ça important, quelque part, de réactiver cette mémoire québécoise-là, c'est des grands monuments de la culture qui ont traversé les siècles, puis qui ont eu une importance dans toutes sortes de réitérations, dans toutes sortes de médias artistiques, mais que ce soit le théâtre, que ce soit les livres, que ce soit le cinéma, que ce soit même en musique. Là, je pense à La Corriveau avec Mes Aïeux qui en a fait une reprise. Fait que j'avais le goût de poursuivre, surtout dans ce qui est trait à La Corriveau. Il y a eu beaucoup de réécriture au sens large, là, pas juste à écrit. Fait que j'avais le goût de mettre ma petite pierre dans cet édifice-là. Là. Qu'est-ce qui t'a inspiré les éléments de ton roman? C'est une excellente question, puis qui demande une réflexion plus longue parce que c'est un roman qui a été écrit un peu avec un échéancier court. Donc, j'ai été forcé d'avoir les idées qui arrivent vite. Puis en fait, l'élément de départ, parce que je piétinais, je n'étais pas capable de faire surgir le récit en moi. Puis l'élément de départ, moi, à titre d'historien, pour donner un sens à cette horreur-là, c'est quand je l'incarne à travers l'histoire. Puis là, j'ai eu l'idée, à un moment donné, de fouiller sur les pires tortures de l'histoire. Puis quand j'ai eu ce filon-là, de trouver les pires tortures de l'histoire, et de mettre ça en scène à travers un psychopathe qui décide de les tester, je savais que j'avais mon canevas, en tout cas mon squelette du roman. Puis c'est à partir de ça que j'ai rajouté la chair, les personnages, l'intrigue. Mais c'est vraiment ça qu'on pourrait dire qui est le cœur du récit. Là. C'est ces pires supplices-là de l'histoire qu'un psychopathe décide de tester. Considères-tu avoir été plutôt fidèle à la légende ou à l'authentique histoire de la Corriveau, ou bien tu t'en es éloigné pour le bien de ton roman? Encore une fois, question pertinente. Je te dirais de un, il faut que les lecteurs sachent que l'élément original de la légende est très mince. C'est l'histoire d'une femme qui aurait, à la fin de la conquête, qui aurait tué deux de ses maris. Premier procès, le père est accusé. Deuxième procès, revient sur ses aveux et c'est finalement la fille qui serait la femme qui est accusée. Fini procès, les Anglais viennent d'arriver. Le procès se déroule en langue anglaise, une espèce de simulacre de procès, quoique les historiens plus sérieux disent que ça a été finalement fait selon les formes, mais dans l'imaginaire, on en retient que ça a été une forme de simulacre de procès. Et ça s'achève avec une pendaison dans une cage de fer et le corps est exposé. Donc, tout ce que je vous dis là, c'est les éléments principaux du récit auxquels je pense avoir été assez fidèle. Après ça, la légende s'est emparée de ça, puis on a dit qu'elle avait tué plus d'un mari, ce qui me donne un prétexte pour ajouter quelques victimes. Puis là, après ça, bien entendu, il y a toute une histoire. La littérature contemporaine exige beaucoup de rebondissements, de retournement du récit. Fait que là, sans rentrer dans les détails, sans verser dans les divulgo-gâcheurs, bien, il y a bien sûr des éléments de surprise qui vont s'ajouter à ça, des entrelacements entre les différentes trames narratives qui vont permettre d'amener ces éléments-là de surprise, qui sont plus ou moins fidèles peut-être à l'essence mais de la légende originale. Mais encore là, il faut rappeler que
après la mort de la Corriveau, pendant des années, il y a eu toutes sortes de rumeurs puis d'histoires qui ont déformé un peu l'histoire originale, qui ont amené des histoires de fantômes, de toutes sortes de morts qui auraient été faites par la présence de la Corriveau. Fait on peut dire à quelque part que moi, c'est dans la continuité de tout ça, parce que je me permets, même la légende originelle carbure beaucoup à ça, des espèces de déformations liées aux rumeurs, puis à la circulation de l'information dans une civilisation de l'oral, là, comme la société québécoise, canadienne-française du temps. Quel personnage préfères-tu dans ton roman? C'est une question, comment dire, ouais, il y a un petit peu d'intérêt humain là-dedans, comme disent les anglophones. Le personnage que je préférais, je pense que c'est clairement Marie, qui est la créatrice de contenu, qui fait une présentation des différents supplices historiques, desquels vidéos le tueur s'inspirera pour tester. Et pourquoi c'est mon personnage préféré? Tout simplement parce que c'est une historienne comme moi. Puis moi, j'aime mettre de l'histoire partout et elle en met partout. C'est son mode de vie, elle réfléchit, elle est torturée. Elle aime le whisky, quand même parallèle avec moi. Donc, si on y va dans cette question un peu simplette, en tout respect pour l'animateur et désolé pour le maringouin que je viens d'effoirer, je dirais que oui, c'est Marie, tout simplement, qui est la personnage central du livre. As-tu des inspirations, des modèles en littérature? Grande question. J'aime ça qu'on parle de littérature parce qu'on oublie souvent, des fois j'entends même dire des auteurs, je sais pas si on peut les appeler des auteurs, mais en tout cas, des gens qui aimeraient écrire, qui disent qu'ils n'ont pas besoin de lire pour écrire. Ça, là, mes amis, si vous voulez écrire dans la vie, la première chose à faire, c'est lire. Et moi, je suis historien, j'aime les vieilles affaires, donc j'aime les vieux classiques de la littérature. Désolé à mes collègues québécois, mais pour mes collègues québécois, mais j'aime beaucoup Émile Zola, Victor Hugo, et j'aime beaucoup, mais en fait, ma blonde pourra en témoigner, je lis beaucoup de trucs Deuxième Guerre mondiale. Des mémoires de guerre, beaucoup d'études, ce qui m'aide à me documenter pour mes romans de Deuxième Guerre, peut-être un peu moins dans mes contes interdits. Dans mes contes interdits, ça peut m'arriver aussi d'essayer de lire, pour ce qui est de la chasse-galerie, je lisais du Lovecraft tout en l'écrivant. Je lisais aussi un peu de Stephen King. J'en lis pas beaucoup, là. J'aime, mais à petite dose. Sinon, j'essaie de trouver des auteurs dont j'aime la plume, en fait, parce que moi, je suis un écrivain qui a fait un effort lyrique, un effort stylistique. Fait que j'aime des historiens des auteurs dont j'aime la plume, dont j'aime le lyrisme fleuri de la plume, qui pourra à son tour m'inspirer, parce qu'on est un peu comme des auteurs, les créateurs. On se laisse aspirer par ce qu'on a autour de nous, parce qu'on lit, en fait, de ce qu'on lit, puis on mâche ça, puis on remâche ça un peu. C'est pas qu'on est dans le plagiat, c'est juste que, en force de baigner là-dedans, bien, ça stimule notre imaginaire, notre côté créatif, puis dans mon cas, mon côté lyrique. Fait qu'en général, j'aime les auteurs lyriques, puis c'est sûr que je lis tout en écrivant. Dans ce roman polyphonique, deux trames principales se détachent de l'ensemble. Une trame sanglante et une autre dramatique. Pourquoi avoir été tenté par la tragédie au moment de l'écriture? Oh là là, belle question. Pourquoi en fait, je reviens un peu à ce que je disais plus tôt en entrevue, c'est que l'horreur pour l'horreur ne me suffit pas en tant qu'écrivain. Je veux apporter d'autres choses. Fait autant que je veux apporter des aspects historiques, parce que Marie qui donne ses cours d'histoire est un prétexte pour parler d'histoire et donner un sens à ce récit-là, que j'ai aussi une trame où on est dans le drame. Une des victimes serait ma mort, des épisodes dramatiques de sa vie. Et je voulais amener une profondeur, peut-être même sans dire ça a l'air pompeux, un peu une réflexion sur la condition humaine, mais une profondeur, oui, c'est ça. Puis une humanité à ce personnage-là. Puis dans tout ça, il y a aussi parce qu'on me questionne sur cet aspect-là des choses, cette trame-là du roman, c'est aussi parce que, tout simplement, pour qu'on s'attache à un personnage qui est appelé à peut-être disparaître, en tout cas, du moins, il va y avoir une course contre la montre pour sauver ce personnage-là. Fait que s'il y a eu un passage tragique duquel il finit par s'en sortir après en avoir arraché, qui a un passage qui l'humanise autant, on veut qu'il s'en sorte, on veut que la police réussisse cette course contre la montre-là. Et donc, c'est une fonction tout simplement émotive pour ajouter une intensité au roman. Voilà.
Sur les écrans, la toile se métamorphose vite en nouvelle cage de fer qui expose tout un chacun au regard cruel de la foule. Peut-on lire à l'arrière de ton livre? Peux-tu nous en dire plus sur cette métaphore? En fait, c'est qu'on, sans dire, sans aller dans les clichés de la polarisation qu'on voit sur Internet, il y a quand même, en fait, profondément, là, je suis ulcéré ou écœuré par cette culture de l'annulation. Au-delà des aspects politiques là, de tout ça ou idéologiques, c'est qu'une foule qui serait dit vertueuse en arrive à cet expédient-là de se mettre à 20, 30, 50, 60, 100 sur quelqu'un pour le saler, pour le calomnier, pour détruire sa carrière, sur la base d'une phrase qui a peut-être été prononcée sur Internet avant d'avoir été effacée, ou même peut-être une divergence d'opinion. Ces gens-là qui font ça, vous êtes qui, sincèrement, pour détruire quelqu'un? Même s'ils ne pensent pas comme vous, on est quand même encore, puis j'espère pour longtemps, en démocratie. Et toute cette espèce euh, de volonté-là de détruire des gens, là, en tout cas, ouais, c'est quelque chose qui m'indigne. Puis on le voit un peu par divers mécanismes narratifs. Il y a des personnages qui vont en être victimes. Puis c'est un peu ça que dénoncer, je trouve le terme fort, mais c'est de ça dont je parle. Puis au-delà de ça, je pense que ça fait, au-delà des convictions que je peux avoir par rapport à ça, je pense que ça a aussi un aspect dramatique, encore une fois, intéressant ce que ça peut faire, comment, infliger comme anxiété chez les personnes qui en sont victimes. Je trouve ça intéressant, hein, parce que je fais toujours des romans un peu psychologiques, sinon beaucoup psychologiques, mais c'est quelque chose, un terrain sur lequel j'aime m'aventurer. Dans ton roman, il est souvent question de décadence, morale, professionnelle, criminelle, etc. Peux-tu nous en dire davantage? Qu'est-ce que je pourrais dire à propos de la décadence? Ben, je pense que il y a une forme, en fait, de nos jours, peut-être de... Je cherche mes mots pour pas avoir l'air trop condescendant, mais... Puis on est tous, puis Marie, personnage principal, je m'auto-accusais là-dedans. Il y a une espèce de culture du vide de plus en plus envahissante qui s'incarne à travers les vidéos courtes qu'on va appeler en bon français, désolé, tout est en anglais dans ce milieu-là, mais les Reels ou les Stories qui vont nous aspirer. Puis pendant 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, fouettés par l'afflux de dopamine, on va se laisser aspirer. Ça va nous épuiser, mais on va continuer. Puis après ça, on va lâcher notre cellulaire un peu dégoûté d'avoir été l'esclave de nos écrans. Et tout ce phénomène-là, cette culture-là du vide qui nous abrutit tous collectivement, euh, et puis qui se fait en fait au détriment aussi un peu de la réflexion longue, de la littérature qui demande un effort plus grand, euh, ça m'attriste. Sans juger personne, parce que moi, le premier, des fois, je me sens aspiré par ça, puis sali d'avoir succombé à cet attrait-là de la facilité. C'est possible, après une journée difficile, de se laisser un peu éteindre son cerveau à travers ça. Puis c'est correct, c'est bon, mais c'est juste que des fois, moi, le premier, comme je dis, je réalise que ça fait une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, qu'au lieu de lire, j'ai rien fait. Au final, j'essaie de réfléchir à ce que j'ai fait, puis je sais même pas ce que j'ai fait, en fait. Il n'y a aucun contenu qui me reste de ça. C'est un peu... il y a une critique de cette culture-là du vide que sous-tend le texte par endroits, à travers, encore une fois, du personnage de Marie, qui essaie de lutter en amenant un contenu de qualité euh, dans ses vidéos, qui essaie de lutter contre cette culture-là du vide. La véritable histoire de la Corriveau pue l'injustice. Dirais-tu que l'injustice est également au cœur de ton roman? Est-ce que l'injustice est un thème au cœur du roman? Voyez-vous, là, j'utilise un vieux truc de politicien de répéter la question pour gagner du temps. L'injustice, oui. Oui. Est-ce que c'est au cœur du roman? Pas nécessairement, mais je pense que c'est un vieux terme qui traverse la littérature, qu'on pense au livre d'Alexandre Dumas avec le Comte de Monte Cristo. Il y a toujours un peu de
de faibles écrasés par des puissants dans toute la littérature. Si on gratte dans mon roman, bien entendu, on a des supplices, donc un bourreau qui supplicie une victime. C'est sûr qu'il y a une relation d'écrasement, de domination, donc d'injustice qui s'installe. On pourrait dire qu'à quelque part, l'injustice traverse le roman. Ouais, on pourrait dire ça. Le tribunal a condamné la Corriveau plutôt hâtivement. Et dans ton roman, certains se prennent pour des juges. Peux-tu nous en dire davantage sur cette décision artistique? En fait, c'est tout à fait simple. Bon, ça a l'air un peu prétentieux comme question, mais comme réponse, je veux dire, c'est simple puisque c'est le cœur. En fait, c'est ce qui forge le cœur de la légende de la Corriveau, c'est cette injustice-là, puis ça revient un peu à la question qu'on vient de me poser, que tu viens de me poser. L'injustice est au cœur du mythe de la Corriveau. C'est une victime. C'est la victime, victime des Anglais, il y en a qui vont dire victime des hommes, euh, dans la réinterprétation féministe qui va être faite de la Corriveau. Donc, c'est au cœur de l'histoire de la Corriveau, puis d'ailleurs, ça me fait dire que j'ai peut-être un peu mal répondu à la dernière question, mais ce n'est pas grave, parce que oui, en fait, c'est important qu'il y ait cet aspect-là de cette injustice-là commise par un tribunal improvisé. J'avais pas le choix, en fait. S'il n'y avait pas eu cette couleur-là, cette touche-là, cette pâte-là qui est au cœur du récit, j'aurais pas pu prétendre que c'était la Corriveau. Tout simplement. C'est la réponse que je peux faire la plus fidèle à l'essence de cette légende. Bon, je sais que vous aimez beaucoup les lecteurs d'horreur, les romans d'horreur. Puis si vous écoutez cette entrevue-là jusqu'au bout, c'est probablement parce que vous avez lu la Corriveau. Mais ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous vous garrochiez sur mes romans d'histoire de Deuxième Guerre mondiale. Je vous dirais peut-être que le naufrage d'un monde est celui le mieux réussi, parce que vous allez retrouver toute cette grande palette d'émotions, d'intensité, d'horreur, de cruauté. Il n'y a rien de plus cruel que la Deuxième Guerre, les guerres en général, mais la Deuxième Guerre, surtout le front de l'Est. Vous allez tout trouver les émotions fortes que vous aimez, puis du sang, vous allez en avoir. Vous allez avoir, pas juste ça, de la matière dramatique, des larmes, des cris. Vous allez tous avoir ça. La seule différence, c'est qu'il y a un contexte historique. Mais ça s'apprivoise vite. En plus de nos jours, il y a Google, vous avez tous les outils, vous avez même ChatGPT. Fait que le mot de la fin, ça serait de vous dire, s'il vous plaît, je ne vous force pas, mais je vous tends la main. En fait, c'est mes romans Deuxième Guerre mondiale qui vous disent, lisez-moi, s'il vous plaît. Donc, allez lire Le naufrage d'un monde de Gabriel Thériault. Je vous dirais lui en priorité, sinon peut-être après Le monde brûlant, qui ne sont pas des suites, même si c'est des spin-offs en bon français. Et ce serait ça le mot de la fin. Je remercierais aussi, bien entendu, William Pérusse pour cette entrevue. Et on se souhaite à la prochaine dans un salon du livre. Mon nom était Gabriel Thériault.